généralisé à toute l'Algérie. Malheureusement, ça a été arrêté. Le colonisateur ne s'est pas rendu compte qu'il a donné à l'Algérie, finalement, une élite. Au lendemain de l'indépendance, ils ont tous occupé des postes ministériels, d'ambassadeurs, de cadres supérieurs de la nation. En effet, c'est l'Algérie indépendante qui va bénéficier de cette élite. Beaucoup de cadres et de grands commis de l'État sont d'anciens élèves des médersas libres et des lycées d'enseignement franco-musulmans. Ils sont nombreux à s'être engagés dans la lutte pour l'indépendance. En témoigne cette plaque commémorative où figure le nom des anciens élèves morts pendant la guerre de libération, dont Amara Rachid, qui a donné son nom à ce lycée. Même si les avis sont parfois partagés à ce sujet, les liens entre l'association et les partis nationalistes sont aujourd'hui reconnus. Il est indéniable que les oulémas ont contribué à la lutte pour l'indépendance et c'est dans les médersas que prennent racine les fondements de la future lutte nationale. C'est sur les bancs de ces écoles que se forment les futurs nationalistes qui s'engageront pendant la guerre pour l'indépendance. Je crois que Ibn Ben Badis et Ibrahimi ont été imbus, ont été imprégnés, ont été nourris de l'enseignement d'Ibn Khaldoun. Donc ils savaient pertinemment que les empires sont mortels et que l'empire colonial français ne fera pas exception. Donc ils ont préparé cette jeunesse algérienne. Et il n'est pas étonnant que beaucoup d'officiers de l'armée de libération nationale sont d'anciens élèves de Mahed Ben Badis. J'ai entendu personnellement des combattants de l'armée de libération nationale déclarer qu'ils ont appris le nationalisme dans les écoles de Jamiat al-Ulama. Avec le cinquantenaire de l'indépendance, les archives commencent à mieux nous renseigner, notamment sur l'existence d'un texte qui atteste des liens entre l'association des oulémas musulmans algériens, alors présidée par le cheikh Bachir al-Ibrahimi, et les politiques. Le 15 novembre 1954, Ali Ibrahimi et l'imam Foudil al-Wartilani ont adressé à partir du Caire un appel à la lutte pour libérer l'Algérie. Le 17 février 1955, les oulémas ont signé la Convention pour la libération nationale. Ils considéraient que toutes les organisations et les partis de l'Algérie se devaient de constituer un front commun de lutte pour l'indépendance. Le cheikh Al-Abbas est passé en septembre 1955 à Paris, où il a rencontré les responsables de l'UGMA, à commencer par leur président Ahmed Talib Ibrahimi qui venait de se faire élire, et les responsables des Nadi. Et à son retour, en décembre, il leur a dit, le cheikh Bachir soutient le FLN. Tous les historiens considéraient que la Fédération de France était dominée de manière, avec une majorité écrasante par le MNA. Cette adhésion des ulama au FLN a commencé à modifier le rapport de force. Et donc on a, si vous voulez, une activité purement culturelle, religieuse, éducative, mais qui donnait une conscience à un communautaire. Et quand les événements se sont aggravés, cette conscience communautaire est devenue une conscience nationale. Après l'indépendance en 1962, les dirigeants du pays opteront pour le système du parti unique. Les structures associatives et les organisations indépendantes sont intégrées dans le giron du FLN où cessent leurs activités. L'association des oulémas n'échappe pas à la règle. Ce n'est qu'au début des années 1990, après l'avènement du pluralisme politique en Algérie, qu'elle est réactivée par d'anciens dirigeants et sympathisants. Pour revenir à la question du legs des islamistes, il faut probablement dater la réémergence des islamistes de la prise du pouvoir par le colonel Boumedienne, donc juin 65. Parce que, antérieurement
à cette période, c'est sous la présidence de Ahmed Ben Bella, l'islam de référence n'était pas celui de l'Islah, c'était celui de Omar ibn Khattab. C'était lui la référence citée de manière récurrente par Ben Bella. Et plus que cela, la dernière figure tutélaire de l'Islah, Béchir Brahimi, était plus ou moins assigné à résidence, et en tout cas était dans une opposition, et elle était passive au régime qui se réclamait du socialisme. Et la première grande manifestation, si on veut, de cette réprobation de l'orientation du régime, ça a été précisément en 1965, lors du cortège funèbre de Béchir Brahimi, dernier président de l'association des humains musulmans. Mais après, on va revenir en force, ce que j'appelle moi les épigones de l'Islah. Donc ce sont les héritiers directs. Il y a toute une série d'acteurs qui vont être associés directement à l'exercice de la gestion des affaires publiques dans des secteurs de souveraineté, bon, l'éducation, l'information, la culture. Et tout s'est passé comme si ce secteur-là de ce qu'on appelait à l'époque, on était encore à l'université, des appareils idéologiques d'État, a été quasiment assigné par le régime de Boumediene aux néo-islahistes. Du coup, on va retrouver une traçabilité islahiste, d'abord dans les manuels scolaires. La figure de Ben Badis est la plus citée et la plus montrée de l'entrée en classe primaire jusqu'à la terminale. Le nom de Ben Badis est 6 ou 7 fois plus cité que l'ensemble des acteurs du mouvement national. Il y a une idéologie néo-islahiste, patrimoniale, arabo-musulmane, qui maille le discours institutionnel pendant au moins 10-15 ans. Donc ce sont des legs forts qui impactent le fonctionnement des institutions de l'État, qui impactent l'opinion, qui impactent aussi donc la vie de la société. Le marqueur islahiste, on va le retrouver aussi dans l'institution du Youm al-Ilm, le 16 avril, qui correspond à la date du décès de Cheikh Ben Badis, le 16 avril 1940. Le 16 avril de chaque année, on célèbre cette date comme étant la journée de la science. La journée de la science, c'est par rapport aux ulama, et c'est tout le mois d'avril, on consacre ce mois à l'histoire de l'association des ulama, Cheikh Badis, Cheikh al-Brahimi, etc., pour faire connaître à la jeunesse la valeur de Cheikh Ben Badis, Cheikh Béchir Brahimi, Cheikh al-Abid Bessi, qui est le savant martyr. C'est cette date historique qui donne à l'Algérie sa véritable dimension arabo-islamique. On a trouvé que les jeunes actuellement se sont trouvés désorientés. Les jeunes viennent vers l'association. Ils cherchent même des choses qu'ils n'ont pas trouvées ailleurs. C'est comme ça qu'on a trouvé que l'association, maintenant je ne dirais pas qu'elle est indispensable, mais elle a un rôle à jouer dans la société algérienne. Non seulement en Algérie, mais dans tout le monde musulman. L'université Émir Abdelkader, créée après l'indépendance et qui a ouvert ses portes le 14 octobre 1984, avait pour but la réalisation des objectifs de l'association des oulémas musulmans et l'accomplissement du rêve de Ben Badis de fonder une université qui dispense des études islamiques. À l'instar de la Zitouna en Tunisie, d'Al-Karawiyin au Maroc, d'Al-Azhar en Égypte ou de la mosquée des Omeyyades en Syrie. L'université Émir Abdelkader est vraiment une réponse au rêve de Ben Badis et de l'association des oulémas pour un enseignement des sciences de l'islam basé sur des méthodes et des analyses modernes. L'objectif est aussi de permettre l'émergence d'une génération versée dans le patrimoine islamique et les sciences modernes. L'héritage de Ben Badis a porté ses fruits dans plusieurs domaines, social ou religieux par exemple. Ben Badis a réformé la conception de la religion et l'a orientée vers la vraie spiritualité. Il a défini le sens de la coexistence entre les nations et les cultures.
C'est pour cette raison que beaucoup d'orientalistes et de chercheurs considèrent Ben Badis comme un symbole d'humanisme, avant de voir en lui un symbole du religieux. Il appelait à l'édification d'une humanité meilleure et à l'entente avec les autres peuples, sans oublier bien sûr la cause nationale, qui compte comme la chose la plus importante dans sa vie et aux yeux de l'association. Ce que nous avons appris du courant réformiste algérien, c'est la nécessité de s'appuyer sur les vrais piliers, qui sont le Saint-Coran, mais aussi la liberté, le savoir et la science. Ces piliers sur lesquels nous pouvons reconstruire un esprit de réforme. Je souhaite aujourd'hui que les Algériens se développent, certainement. Pour mon grand-père, ça aurait été la meilleure gratification. D'ailleurs, tout son parcours, il a été fait dans ce sens-là. Je crois que le meilleur cadeau qu'il peut avoir, c'est certainement le développement de l'Algérie. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que si la mouvance qui voulait le changement avait pris exemple sur Ben Badis, sur son comportement et sur les préceptes auxquels il l'appelait, l'Algérie ne serait pas arrivée là où elle est arrivée. Parce que Ben Badis prônait pour sa part la modération, la fraternité, la solidarité et le refus de la violence. Il y a une manière de préserver la mémoire de Ben Badis, c'est d'étudier son patrimoine, le collecter et le conserver en l'éditant. C'est la meilleure méthode susceptible de perpétuer son héritage, à savoir, encore une fois, l'enseignement, l'impression et la diffusion de ses idées. Nous restons fidèles aux principes déjà posés par nos prédécesseurs. Aujourd'hui, nous ne faisons que consolider ces principes en les adaptant avec la réalité nouvelle. Évidemment, nous sommes aujourd'hui pour un islam qui, tout en reflétant notre authenticité, tout en reflétant notre identité, ne doit pas nous faire perdre que nous appartenons à un monde, à une modernité, à une science et une technologie dont il faut s'y adapter dans la mesure de garder un petit peu ce qui appartient à notre culture et à notre civilisation et partager avec les autres tout ce qui peut être utile à l'humanité et à notre civilisation. Lorsque nous parlons de la pérennité de l'héritage de l'association de Ben Badis et d'Al-Ibrahimi, il faut toujours prendre en considération les constantes sur lesquelles nous devons nous appuyer et les évolutions dont nous devons tenir compte, en vertu de la méthode instituée par Ben Badis lui-même. Les situations et les événements nous obligent à nous adapter, mais ils ne nous ébranlent pas. Autrement dit, nous nous renouvelons, mais nous ne nous renions pas. ما اسم الحارث؟ يلا Plus de 80 ans après sa naissance, l'association des oulémas musulmans algériens s'efforce de renouer avec le rayonnement culturel et spirituel de ses fondateurs. Un héritage qui appartient à tous les Algériens.